Het volgende hoofdstuk, de laatste voor de pauze, gaat over een kader stellen en de tools die nodig zijn voor de implementatie van doelgerichte zorg en ondersteuning in verschillende contexten. Zoals jullie ondertussen waarschijnlijk ook al gemerkt hebben, is deze doelgerichte manier van zorg en ondersteuning verlenen voor velen een paradigmaverschuiving. Suzanne heeft daar ook heel veel over gehad, verschillende paradigma's. En om deze aanpak te kunnen implementeren, moeten er dan ook belangrijke veranderingen plaatsvinden op verschillende niveaus. Eerst meer persoonlijk en de relatie tussen ik als professional en de persoon waarmee ik samenwerk. De relatie tussen professionals in eenzelfde organisatie, maar ook de relatie tussen organisaties en hoe je netwerken creëert rond de persoon. En daarom is het zo belangrijk dat er een duidelijk kader komt, zodat iedereen kan begrijpen hoe hij of zij aan de implementatie van doelgerichte zorg en ondersteuning kan bijdragen. En om ons hierover toe te lichten hebben we vandaag Pauline Boekstaens en Jean-Luc Belge. Pauline werkt halftijds als huisarts in het wijkgezondheidscentrum Botermarkt en ze is daarnaast verbonden aan de Universiteit Gent. Ze ontwikkelt onderwijs en onderzoek rond patiëntgerichte zorg bij multimorbiditeit. Pauline tekent momenteel in nauwe samenwerking met verschillende stakeholders in Vlaanderen een onderzoekslijn uit rond doelgerichte zorg. En het UGent-team onder leiding van Pauline is trouwens een pionier op dit gebied. Et aux côtés de Pauline, nous aurons Jean-Luc Belge. Alors Jean-Luc Belge est médecin généraliste et chargé de cours au département de médecine générale de l'Université de Liège. Il travaille en collaboration étroite avec la chaire de première ligne francophone, Beehive, dans différents domaines, dont l'intégration des soins. Avec son équipe de l'Université de Liège et plusieurs chercheurs de Beehive, il s'investit pour faire le lien entre ce qui se vit sur le terrain en Belgique francophone et la recherche sur le sujet. Jean-Luc Belge est également en charge de l'accompagnement de projets pilotes francophones de la Fondation Roi Baudouin autour de la dynamique des soins et de l'aide centrée sur les objectifs de la personne. Donc Jean-Luc et Pauline vont nous parler du cadre et des outils nécessaires pour l'implémentation de ces soins et de l'aide centrée sur l'objectif de la personne. Je vous laisse. Oui. Bonjour tout le monde. On va parler en deux langues. On ne sait pas comment ça va marcher, mais moi je vais parler en irlandais. Et en trois voix. Parce qu'Isabelle Evans, donc, qui oui. Travaille dans mon équipe. En fait, c'est mon équipe à elle toute seule, à l'Université de Liège. Donc Isabelle Evans est médecin généraliste, médecin de santé publique, pratique moins maintenant, mais accompagne les projets au niveau francophone. Et donc, on sera à trois voix. C'est vrai, c'est vrai. C'était moi qui l'avais invité et maintenant j'avais oublié, à cause du stress. Je m'excuse. Oké, goedemorgen allemaal. Ik denk dat wij even blij en dankbaar en vereerd zijn als de vorige sprekers om hier vandaag te mogen staan en met jullie te praten over de implementatie van doelgerichte zorg. We staan hier met 3, maar eigenlijk staan we hier met veel meer. Doelgerichte zorg is een nieuw concept en tegelijkertijd sluit het eigenlijk heel erg aan bij onze basishouding als zorgprofessionals, als welzijnswerkers, waarom we voor deze job of deze positie of deze professionele invulling van ons leven hebben gekozen. En dat gaat niet vanzelf, dat gaat niet vanaf dag 1, maar als je een groep kan vinden met wie dat je het kan waarmaken, dan kan je wel veel bereiken. En ik denk, die curve die jullie hier zien, is de Diffusion of Innovation curve van Rogers. En die vertrekt eigenlijk van die innovators in het oranje helemaal links. De innovators waren in dit geval denk ik de mensen die de tools ontwikkelen. We hebben het Vlaams Patiëntenplatform al gehoord, die zoveel jaar geleden de doelzoeker hebben ontwikkeld, maar daarnaast zijn er heel wat andere tools ontwikkeld, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, die eigenlijk die shift naar doelgerichte zorg mee hebben ondersteund.
En wij hebben die mensen eigenlijk samengebracht. En ik denk dat dat een heel belangrijke kracht is geweest om dan samen met stakeholders zoals Vivel, Koning Boudewijn Stichting, Fonds Daniel de Koning, eigenlijk die golf te doen opschuiven richting de early adopters. En we zijn misschien nog niet de early majority, maar het succes van het symposium vandaag geeft ons alleszins vertrouwen dat we met hele ploeg hier aan de kar trekken. Vandaag zijn we hier zeker ook in naam van die 25 prachtige projecten die met steun van de Koning Boudewijn Stichting die doelgerichte zorg proberen implementeren op verschillende niveaus en op verschillende manieren. Dus zeker ook dank aan iedereen die bijdraagt aan wat wij vandaag willen illustreren en vertellen. Wie stelt de doelen? Hier hoeven we niet te veel over te praten. De linkerkant toont eigenlijk ik ben zelf huisarts, de ziektegerichte approach voor kwaliteit van zorg, waarbij dat we heel goed weten welke kwaliteitsindicatoren we moeten halen voor de diabetes van Amandine. We zien daar trouwens dat het gezondheidszorgsysteem met dat perspectief op kwaliteit van zorg eigenlijk net niet gebuist is. We halen die kwaliteit niet. We kunnen daar wel wat in verbeteren, maar we weten en voelen allemaal dat dat niet altijd de enige definitie is van kwaliteit en al zeker niet hoe mensen kwaliteit van zorg ervaren en hoe dat ze hun aandoening of hun probleem integreren met hun dagdagelijks leven. Waarom is die doelgerichte zorg zo belangrijk? Ik denk dat we allemaal weten dat we het hebben over complexe situaties. In de thuiszorg, in zorg, in welzijn. Wij dragen zorg voor mensen die in complexe situaties problemen ervaren, die ook heel wat krachten hebben. Nu, die complexiteit, dat is denk ik een feit. En dit is een model van complexity. En op de x-as zie je de zekerheid over de uitkomsten. Die is eigenlijk in een situatie van complexiteit is die laag. Als uw patiënt alleen diabetes heeft, dan weet je vrij goed als je die suikerwaarde onder controle krijgt dat de uitkomsten zullen verbeteren. Maar als uw patiënt diabetes, hartfalen, COPD en depressie heeft, dan is die zekerheid over die uitkomsten eigenlijk laag. En we kunnen die eigenlijk met de wetenschappelijke evidentie, met de wetenschappelijke kennis eigenlijk niet verhogen. En dan spreek ik over ziektes. Laat staan dat we zouden spreken over complexe psychosociale problemen. Dus eigenlijk is zekerheid verhogen op de x-as onmogelijk. Op de y-as zie je de professional and social agreement over de uitkomsten. In die complexe zorgsituaties werken we met verschillende disciplines samen, maar ook zeker bij kwetsbare patiënten gaat dat zelfs intersectoraal. Suzanne heeft daar ook over gesproken. Het gaat niet alleen over zorg en welzijn, het gaat over huisvesting, over onderwijs. En die agreement over uitkomsten die kan in een interprofessioneel team rondom een patiënt onduidelijk zijn, maar die kan ook maatschappelijk onduidelijk zijn. Waar staan we voor in de eerste lijn? Waar streven we naar? Wat is onze definitie van kwaliteit? Kunnen we bij die complexe patiënten helemaal naar plan and control links beneden? Nee, dat gaat nooit lukken. Maar door het eens te proberen worden over de uitkomsten, de doelen waar dat we naar streven voor een individu of binnen de zorg, kunnen we wel proberen uit die chaos rechtsboven te blijven. Levensdoelen, dat is een term waar dat we wel wat mee worstelen. Van, ja, maar wat zijn dat dan? We weten ja, die ziektespecifieke doelen en die taakgerichte doelen die we in zorg en welzijn zien, die kunnen we vatten, die kunnen we hanteren, die kunnen we meten. Maar die levensdoelen, dat is toch een heel stuk moeilijker. Wat hebben we ontdekt in wetenschappelijk onderzoek, is dat de onderliggende waarden fundamenteel zijn. Uit Zorg Esperanto komt de waardentoets. Ik denk dat dat iets is dat we echt moeten meenemen als we nadenken over doelgerichte zorg, als we interventies en acties plannen voor de patiënten, burgers voor wie dat we zorgen, moeten we die eigenlijk altijd een waardetoets laten ondergaan om te zien dat we daar geen mismatch creëren met wat dat er echt toe doet voor mensen. Het verleden, het heden en de toekomst van een individu. Ik heb het al heel eventjes over de doelzoeker gehad, maar wat er daar heel mooi is, is dat hij eigenlijk het levensverhaal van de patiënt in kaart brengt. Ik heb over mijn eigen patiënten, ook al was ik al meer dan 10 jaar een huisarts, enorme boeiende dingen ontdekt over wie zij vroeger waren, wat dat zij vroeger deden, die toch ook een mooi fundament leggen voor persoonsgerichte zorg. Activiteiten in verschillende levensdomeinen. Wat doen mensen op een dag?
wat is een goede dag voor hen? Wat vinden zij belangrijk? Waar vullen zij hun vrije tijd mee? Een levensdoel kan gerelateerd zijn met gezondheid en kwaliteit van leven. Al is die specifieke focus op kwaliteit van leven soms ook een valkuil. Want ik had vorig jaar nog een patiënt waarbij dat ik vanuit mijn eigen referentiekader dacht van oké, we gaan hier aan therapiebeperking doen. En daar was die levensverwachting maximaal houden ook echt wel een fundamenteel doel van die persoon en zijn mantelzorgers. Dus de sociale fysieke omgeving bepalen mee het doel. We bekijken de mensen altijd in context. En het laatste, het levensdoel, hanteert een positieve formulering. Nu, eigenlijk is dat geen exacte wetenschap. Als je authentiek nieuwsgierig bent naar wie dat er voor jou zit, dan kom je vaak al heel mooie dingen te weten over wat dat er voor mensen toedoet en belangrijk en betekenisvol is. Hoe moeten we met die doelen omgaan in zorg en welzijn? Ik denk dat het een valkuil is om ze te gaan hanteren als GPS-coördinaat. We willen onze kwaliteit meten, we willen in onderzoek meten, maar als we die doelgerichte zorg zo gaan invullen dat we effectief ook het behalen van die levensdoelen zullen gaan meten, afvinken en gebruiken als GPS-coördinaat, denk ik dat we in dezelfde valkuil zullen trappen als voor de geneeskunde dan de ziektegerichte zorg of in de thuiszorg het taakgericht handelen. Ik denk dat we het als kompas moeten hanteren, waarbij dat we weten, oké, we gaan in de juiste richting, maar het behalen en het afvinken en het meten van die doelen hoeft daarbij niet per se. Leunt ook aan bij die reflexive practice waar Suzanne het ook over had. Goed, doelgerichte zorg, het is eigenlijk heel eenvoudig en tegelijkertijd wil je toch ook wel de wetenschappelijke onderbouwing. Wij hebben binnen de context van de Academie voor de Eerste Lijn heeft onze doctoraatstudent Dagje Boeikens een conceptanalyse uitgevoerd over doelgerichte zorg. En zij is eigenlijk in COVID-tijden in de literatuur gedoken. En ik ga de aantallen van de papers jullie besparen. Er is gelukkig nog niet zoveel over doelgerichte zorg. Maar zij heeft uiteindelijk 22 papers kunnen identificeren of kunnen selecteren die iets zeggen over doelgerichte zorg. En daar is er dan eigenlijk via een bepaalde methodiek, die ik jullie ook ga besparen, een definitie van het concept doelgerichte zorg gemaakt, ook beschreven in een internationaal gepubliceerd onderzoeksartikel. En ik denk de kracht daarvan is enerzijds, als je het wetenschappelijk publiceert, op basis van wat er in de wetenschappelijke literatuur al voorhanden is, dat je het beter en fundamenteler onderbouwt. Maar daar stopt het natuurlijk niet. En ik denk dat we Dagje haar werk hebben kunnen integreren met het werk dat we nu met die 25 projecten doen. En ik ga het woord geven aan Isabel, die dan als begeleider van de Franstalige projecten met dat model van Dagje Boeikens aan de slag is gegaan om dat te vertalen naar de realiteit. Alors Isabel, la parole est à vous. Merci. Alors, je voudrais bien préciser effectivement que je n'ai absolument rien inventé de ce que je vais vous expliquer parce que tout est dans l'article dont Pauline vient de vous parler. Je me suis permis une petite réinterprétation de la roue que vous avez vue juste avant, mais qui dit à peu près la même chose. À propos du goal-oriented care, comment ça marche en fait, c'est ça, comment ça marche. Alors la première chose qui est importante à se dire, c'est que c'est un processus dynamique et itératif. Ça ne s'arrête jamais. C'est pas un truc où on fait une photo, un instantané. C'est un processus qui se poursuit dans le temps. Les objectifs qu'on définit avec une personne ne sont pas définitifs, ils ne le sont jamais. Ils seront probablement ajustés, modifiés, remplacés au fil du temps de l'évolution de la situation de la personne. Et donc ça nécessite une relation et une communication continue avec la personne. Ce n'est pas juste le moment où on définit l'objectif et puis hop, voilà. C'est vraiment tout le temps qu'on reste en relation avec la personne sur cette manière de travailler. Et parfois, ce processus de goal-oriented care, il va permettre un développement, une amélioration de la situation de la personne. Et parfois, il va aussi, juste, et c'est déjà pas mal, permettre le maintien d'un statu quo. Et donc une non-dégradation de sa situation. Donc l'ambition va aussi varier en fonction de la situation. Alors comment est-ce que ça marche? Super. Alors,
pour moi, pour la littérature, la première étape, et je trouve que c'est une étape, en tout cas pour moi, qui a été intéressante à découvrir, c'est le goal elicitation. En français, moi, je traduirais inviter, inciter. Inviter la personne ou s'inviter soi-même en tant que professionnel, inciter à rentrer dans cette logique, dans cette manière de penser, et ça nécessite donc de poser des bases favorables à la définition d'objectifs. Ça nécessite du temps et ça nécessite de l'écoute. C'est un peu le temps où on se donne le temps pour que le patient se raconte, pour que la personne raconte son histoire, son contexte, ce qui est important pour elle. C'est le temps aussi qu'on se donne pour équilibrer la relation entre les deux intervenants, c'est-à-dire la personne et le professionnel qui l'accompagne. C'est aussi le temps de renforcer la relation par la compréhension mutuelle. Voilà. Et donc, tout ce temps préalable va nécessiter de s'investir, et en même temps, c'est l'expérience que nous disent les gens qui s'y sont prêtés à l'exercice, c'est du temps investi parce que c'est du temps gagné par après. Voilà. Et donc ce temps et cette écoute permettent après de rentrer dans une deuxième grande dynamique que la littérature appelle goal setting. Moi je dirais mise en place des objectifs. Et la première étape, c'est de définir l'objectif ou les objectifs avec la personne. Définir les objectifs, eh bien, ça, Pauline vient de vous expliquer quelques pistes pour y arriver. Il faut se dire que ce n'est pas toujours évident parce que la personne, elle peut très bien arriver avec un objectif qui est, par exemple, je voudrais encore me sentir utile. Oui, ok, mais enfin, pour ça, il va falloir quand même un petit peu plus de concret, j'ai envie de dire, pour savoir comment avancer. Donc l'idée aussi, je dirais en complément à Pauline, c'est que l'objectif puisse être SMART, hein, pour ceux qui connaissent le concept, donc qu'il soit spécifique, qu'il soit mesurable, évaluable, qu'il soit acceptable. Et ça peut être une question parfois, autant pour la personne que pour le professionnel qui va l'accompagner, qu'il soit réaliste et dans un temps imparti. Et donc qu'on puisse quelque part se donner un objectif atteignable. Voilà. Et cet exercice-là, tout comme toutes les autres étapes du goal setting, nécessite une interaction particulière entre le professionnel et la personne. Il va y avoir de la négociation. Il va falloir tenir compte des valeurs, des préférences et aussi des capacités de la personne. Ça nécessite donc de changer de focus vers la personne plutôt que vers la maladie, et ça nécessite de travailler ensemble, de collaborer. Voilà, et donc ça c'est vraiment un esprit de travail qui va se marquer particulièrement à cette étape-là, mais qui sera utile dans toutes les étapes. L'étape suivante, une fois qu'on est parvenu à se mettre d'accord sur un objectif qu'on va poursuivre ensemble, c'est de construire un plan. Et là, attention, parce que parfois on a tendance à se dire « Ah ben voilà, on a défini l'objectif le patient, on va faire une réunion d'équipe interdisciplinaire et on va faire le plan. » Ben non, le plan aussi, il nécessite l'avis du patient. Et donc, c'est de se dire comment est-ce qu'on va ensemble construire un plan de soins qui reflète l'objectif, qui est interprofessionnel, qui tient compte du patient et aussi de son entourage. Donc, plus j'avance, plus le défi est grand, je m'en rends bien compte. Et d'ailleurs, c'est l'expérience de pas mal de collègues qui disent ce n'est pas une étape particulièrement facile parce qu'il faut intégrer beaucoup de professionnels dans l'exercice. Et puis l'étape suivante, c'est la mise en œuvre. Donc on a fait un plan, il faut le faire. En fait, il faut le faire, chacun à sa part, la personne à sa part, chaque professionnel à sa part. Ce qui peut être intéressant, c'est de découper le plan et la mise en action en petites étapes, parce que ça permet de se voir avancer. Voilà. Alors quand on a fait tout ça, il y a une étape à ne pas oublier qui est évidemment l'évaluation. L'évaluation qui est, est-ce qu'on a atteint l'objectif ou les objectifs qu'on s'était donnés? Est-ce qu'il ne faut pas réajuster, soit parce que l'objectif est trop ambitieux, soit parce qu'entre-temps, il n'est plus pertinent ou il n'est plus prioritaire? Est-ce qu'on peut aussi évaluer le processus, c'est-à-dire pas seulement si on a atteint l'objectif, mais aussi comment ça se passe dans la relation, tout ça, permettre vraiment du feedback. Et tout ça, à mon avis, recontribue aussi de nouveau à l'incitation, à l'équilibre de la relation entre les acteurs pour pouvoir recommencer le cycle et continuer ainsi au fil du temps. Alors, une dernière chose, c'est qu'il y a quand même des conditions préalables pour parvenir à se lancer dans cette aventure. Du côté du professionnel, il y a probablement besoin de formation et ça touche surtout à des compétences de savoir-être.
Il s'agit de savoir communiquer, d'oser l'équilibre dans la relation entre soi-même et ses bénéficiaires. Il s'agit de capacité d'écoute et souvent, suite, on en a parlé de la formation de base que nous avons reçue, d'une volonté de changement de posture, hein, de changer de place, d'oser être interpellé, être bousculé dans ce qu'on concevait être bon pour la personne qu'on a face à soi. Et la deuxième chose, c'est les conditions préalables pour les bénéficiaires ou pour les personnes qui rentrent dans ce processus avec des professionnels. Tout le monde n'est peut-être pas prêt. Il s'agit d'abord d'avoir une bonne volonté à partager ses besoins et partager ses préférences. Et parfois, ça peut nécessiter un exercice préalable, ça peut nécessiter un temps d'accompagnement ou de guidance. Il s'agit aussi de s'adapter au niveau de littératie, à l'accès à la langue, à l'accès à l'écrit, enfin, voilà, tenir compte aussi des capacités et des compétences de la personne qu'on a en face de soi pour qu'elle puisse vraiment entrer dans la démarche. Et puis il faut aussi que cette personne puisse être en capacité de mobiliser, pas nécessairement toujours exprimé de manière très claire, mais de mobiliser ses valeurs et ses préférences pour vérifier que l'objectif qui est défini colle bien avec ce qui est important pour elle. Voilà, merci. Merci Isabelle pour expliquer. Alors on va passer au cadre d'implementation, et je dois parler en néerlandais, je savais que ça a été un probleem. Dus in het Nederlands. Het kader voor implementatie dat we voorstellen is eigenlijk het regenboogmodel van Valentijn. Dat is een Nederlandse onderzoeker die rond geïntegreerde zorg vrij fundamenteel werk gedaan heeft. Onze hypothese, om als onderzoeker te spreken, is eigenlijk dat doelgerichte zorg maar nu ben ik niet alleen onderzoeker, maar ik ga mij toch uitspreken, de enige juiste katalysator is voor doelgerichte zorg, voor geïntegreerde zorg, excuseer. Waarom de enige juiste? Omdat als we ons richten op wat er voor de persoon van belang is, dan gaan we eigenlijk de neuzen vanzelf in dezelfde richting krijgen, maar ook in de juiste richting. Ik denk dat we ook in het systeem aan geïntegreerde zorg kunnen werken en systeems geïntegreerde zorg. We kunnen die systemen met elkaar laten integreren, maar als we dat niet expliciet doen op een persoonsgerichte manier, vertrekkende vanuit de persoonlijke doelstellingen van de mensen voor wie we in dat systeem zorgen, dan zijn we misschien het niet op de juiste manier aan het doen. Jean-Luc, tu as un autre micro? Je fais un test. Lukt dat? Vous entendez? Oui, super. Ja. Alors, je vais te montrer le Valentijn et vous t'expliquer. Oui, voilà. Mais donc, ça ne va pas être simple d'expliquer quelque chose d'aussi complexe là, avec toutes des couches, tous des mots. Mais voilà, pour rejoindre ce que Pauline disait juste avant, c'est qu'en fait, l'intégration des soins, c'est essayer d'essayer de faire quelque chose de cohérent. Hein. On intègre, ça veut dire que de différentes parties, on en fait quelque chose de cohérent, d'un tout homogène. Et ben voilà, l'intégration des soins, c'est là que l'on retrouve aussi des liens avec les soins orientés sur les objectifs de vie. On a parlé tout à l'heure de complexité, de différents secteurs et que on a différentes disciplines aussi. Le tout étant d'en faire quelque chose de cohérent et qui a du sens pour les patients, mais aussi pour les professionnels de soins. Et donc le modèle ici qui vous est présenté est un modèle qui a été conçu pour un peu aider à cartographier aussi, mais comprendre le concept de soins intégrés. Soins intégrés, objectifs de soins centrés sur les objectifs de vie de la personne, c'est là qu'on retrouve le point commun. Pour bien savoir le lire, et on va l'utiliser dans la suite de cette présentation, on retrouve différentes couches. Hein, le point central, on va dire, c'est le point de l'intégration clinique. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le niveau micro. C'est l'endroit du patient, c'est l'endroit de la rencontre entre le patient et les professionnels. C'est le niveau d'intégration clinique. On verra tout à l'heure, on le split même en deux niveaux différents. Puis on a le niveau de l'intégration professionnelle. C'est le niveau de la collaboration entre les professionnels qui sont impliqués dans une situation donnée autour d'un patient donné. On a le niveau de l'organisation et puis le niveau du système, le niveau du système de santé, la société de manière générale. Donc voici les différentes couches. Et ce qui est intéressant, c'est surtout, tout au long du chemin qu'on va faire dans cette présentation, c'est les deux volets à droite et à gauche. C'est les volets normatifs et fonctionnels. Normatifs, on retrouve quelque part ce qui est de l'ordre de la culture, des valeurs du soin qui sont partagées entre professionnels, mais aussi avec le patient. Ce sont les normes professionnelles, les normes organisationnelles, les paradigmes qui sous-tendent nos actions,
à quelque niveau que ce soit. Et en complémentarité de ce que l'on appelle l'intégration normative, on a alors l'intégration qui est fonctionnelle. Ce sont plutôt les outils, tout ce qui vient en support à l'application de ces soins centrés sur les objectifs de vie ou de ces soins intégrés. On va y retrouver des cadres de fonctionnement, des règles qui existent au niveau du système et qui existent aussi au niveau de l'organisation, aussi au niveau professionnel, et voire aussi au niveau clinique. Des règles, des outils, des moyens de communication, parce que s'il y a autant de parties dans un soin complexe, ça veut dire qu'il faut à un moment donné se communiquer entre ces différentes parties et s'assurer que le message est commun, on l'a déjà dit plusieurs fois aujourd'hui. Et donc la suite du voyage, on va le passer à travers ce cadre, en fait on appelle ça un arc-en-ciel. Ici on n'a pas les couleurs, mais la dia suivante nous apporte ces couleurs et on va avoir des exemples, on va essayer d'illustrer ces différents niveaux et ces différentes facettes, autant normatifs que fonctionnels. Et on remercie déjà d'avance aussi tous les participants qui ont prêté leur voix, leur image pour illustrer ces éléments-là, pour essayer que ça ait quelque chose de concret avec tous ensemble aujourd'hui. Oké, dankjewel Jean-Luc. Dus dat model van Valentijn, daar gaan we jullie nu doorwandelen. Doorheen de verschillende niveaus, met de hulp van de mensen die in de projecten op dit moment dat werk aan het doen zijn. Zij zullen een getuigenis brengen in een video, per niveau, dus per kleur. En dan vullen wij aan met een voorbeeld over het normatieve en een voorbeeld over het functionele. Dus sit back, relax en normaal gezien gaan jullie op het einde van de presentatie het Valentijn-model en het verschil tussen functionele en normatieve integratie kennen. Het tweede dat we hopen te bereiken met deze wandeling doorheen het Valentijn-model is dat jullie zelf ergens kunnen herkennen en positioneren. Niemand kan hier buiten wandelen en op elk niveau en op functionele en op normatieve werken. Maar je kan wel je plekje zoeken als innovator, als early adopter, van oké, waar kan ik vandaag, morgen, volgende week mijn schouders al onderzetten. Dus we hopen dat het jullie zal inspireren. Zoals Jean-Luc al gezegd heeft, hebben wij het onderste niveau van Pim Valentijn opgesplitst, heel bewust in burger, patiënt of persoon en het contact tussen de professional en de persoon die zorg en ondersteuning nodig heeft of vraagt. Ik denk dat dat een belangrijke keuze is om ook, wat we daarnet gehoord hebben van het VPP en LALUS, kracht bij te zetten. We kunnen niet over doelgerichte zorg spreken zonder de persoon op zichzelf te erkennen en niet alleen binnen het systeem. Persoonlijk, voor mijn diagnose, was ik een fervent reiziger en altijd geneigd om verder te zoeken naar zelfontwikkeling. Leven met MS betekent voor mij een grote confrontatie met een heleboel gevoelens. Positief, negatief. Positief in de zin van dat je geforceerd wordt om na te denken over wat je wil doen met je leven en het positieve daarvan te zoeken. Ook negatief omdat je geconfronteerd wordt met veel angsten voor de toekomst. Ik ben uitgevallen op het werk, ik heb heel veel moeten afgeven. Alors dans mon projet, mon carnet de vie, je définirais les soins centrés sur les objectifs de la personne comme étant une manière de concevoir le soin qui permette aux personnes de rester actrices de leur santé tout au long de leur vie. Et donc ça nécessite pour ça, selon moi, de prendre en compte l'entièreté de ce qui constitue l'environnement de la personne. C'est motivant, ça motive parce que je peux constater que avoir cette vision-là et la mettre en pratique à travers un projet, ça favorise en fait le libre arbitre ici, nous, d'un public aîné, puisque c'est ça l'objectif de notre projet. Donc c'est favoriser le libre arbitre des personnes, parce qu'on constate qu'avec l'avancée en âge, une inquiétude grandit. L'inquiétude grandit d'être dépossédé en fait de ces facultés de choix, de choix de vie et de choix de santé, à la fois par un entourage, par l'entourage ou par un corps médical. Il y a vraiment cette grosse crainte de ne plus être acteur de leur vie, de leur choix, qu'on ne respecte pas leur volonté. Voilà.
Mais alors, ça ne se réduit pas à la question de la santé uniquement et des choix en matière de santé, parce qu'on envisage, nous, la santé et, dans des termes beaucoup plus larges. Persoonlijk, voor mijn... Donc voilà, pour illustrer peut-être cette notion de niveau, au niveau de la personne, on a un projet ici qu'on voulait mettre en avant, notamment sur cette partie-là, qu'on appellera des fonctionnels. Donc c'est des outils qui permettent l'expression, en fait, qui capacitent, on a utilisé aussi ce terme-là, un outil qui définit. Donc les personnes sont invitées à définir ce qui est important pour eux, et pas uniquement au niveau de la santé, et surtout pouvoir le partager, ce qui est aussi l'objectif. Et ça, on le voit, ça ne repose pas uniquement sur des questions de santé, mais ça parle de logement, de projet, en fait, de tout ce qui fait sens pour les gens. À destination des proches, parce qu'on l'a vu, ça peut être un obstacle à un moment donné. On voit déjà que quelque part, on travaille et sur le fonctionnel et sur le normatif. On est sur les valeurs, sur les cultures, mais aussi des outils qui permettent ce partage, qui permettent cette expression. C'est ce que fait notamment le projet Eneo, dont on a entendu le porteur de projet juste avant. Hetzelfde niveau, maar dan eerder op het normatieve, wil ik het verhaal vertellen van de basistraining doelgerichte zorg die ontwikkeld is voor en door Vivel. Er is heel bewust gekozen om daar een kennisclip te maken die zich richt op de burger. Dus of je nu patiënt bent of professional of burger, je kan daar op een hele toegankelijke manier voeling krijgen met wat dat concept betekent. Daar is een heel werk aan vooraf gegaan om samen met mensen na te denken, oké, wat is nu de gemeenschappelijkheid in dat concept? Wat is de basis voor de burger in het algemeen? En die zet eigenlijk ook echt in op dat normatieve, op samen in de maatschappij die shift maken naar doelgerichte zorg. Dan gaan we naar het niveau waar de professional en de persoon elkaar ontmoeten, opnieuw eerst met getuigenissen. Bonjour, donc moi c'est Caroline, je suis infirmière à la maison médicale La Passerelle. Et à La Passerelle, on a décidé, donc, on a comme projet d'améliorer le suivi des patients chroniques qui font des soins infirmiers. Et dans ce cadre, on m'a demandé de dire c'était quoi pour moi les soins centrés sur l'objectif de vie de la personne. Et donc pour moi, c'est une rencontre entre deux experts, donc le patient qui est expert de sa propre vie, de sa propre santé, et moi qui suis experte des soins infirmiers que je pratique avec leurs possibilités et leurs limites. Et donc les soins centrés sur l'objectif de vie de la personne, pour moi, ça a vraiment situé sur cette ligne d'équilibre entre sa vision de sa vie, donc la vision de la vie du patient, et moi, ma vision des soins. Le but, c'est qu'on définisse ensemble des priorités de soins, mais aussi des limites à ne pas franchir. Et donc, je pense que cette démarche, elle va, je l'espère, vraiment améliorer la qualité de vie du patient, qui va se sentir plus écouté, co-créateur de ses soins, mais aussi améliorer sa compliance au traitement. Alors, pas le traitement que moi j'ai défini, mais le traitement qu'on a défini ensemble. D'après moi, les soins orientés sur les objectifs de vie de la personne, c'est pouvoir donner l'opportunité à la personne de s'exprimer sur ses besoins, ses envies, ses aspirations, grâce notamment à une écoute qui est offerte par un professionnel et grâce aussi à une information complète, objective et neutre sur les soins à la personne. Ce qui me motive dans ce nouveau cadre de travail, c'est de retrouver un peu des relations équilibrées, un vrai dialogue entre la personne aidée et les personnes qui aident, et c'est remettre de l'équilibre dans les échanges et une forme d'horizontalité pour que chacun se retrouve à sa place. Et les pistes que j'ai identifiées pour en parler à des professionnels ou à des collègues ou à des bénéficiaires, c'est d'en parler avec des mots simples. Parler d'envie, d'aspiration, de souhait, de choix, pour que la personne puisse, avec un professionnel, établir les objectifs de vie. Et une piste pour en parler aux patients, c'est tout simplement m'asseoir à côté d'eux et leur demander mais comment vivez-vous le quotidien avec votre maladie? Voilà, au lieu du traditionnel comment ça va, c'est vraiment le quotidien, comment le vivez-vous avec votre maladie? Et la deuxième question, c'est aujourd'hui, quelle est votre priorité?
Door hen mee te betrekken in je discours rond doelgerichte zorg, rond persoonsgerichte zorg en hen echt te vragen op hun niveau, rekening houdend met hun gezondheidsvaardigheden, wat voor hen belangrijk is in hun leven en hoe wij daar vanuit de zorgsector aan kunnen bijdragen. Met dank aan alle mensen die hebben willen getuigen. Bonjour. Et ce qu'on voulait vous soumettre ici, c'est toutes des questions en fait, qui nous ont été rapportées par les gens qui le pratiquent déjà, qui sont le fruit, notamment dans l'équipe de Pauline, d'accompagnement de plusieurs années, et puis nous ici, dans nos équipes, un peu plus récemment. Mais c'est toutes des phrases que l'on peut déjà, prêtes à l'emploi, j'ai envie de dire, que l'on a envie que vous testiez demain et que vous testiez de voir l'impact que ça peut avoir sur le patient, sur vous-même en tant que soignant, sur la relation finalement, le niveau dans lequel on se situe actuellement. Qu'est-ce qu'une bonne journée? Et si vous pouviez rêver, à quoi rêveriez-vous? Avez-vous des hobbies que vous aimez pratiquer pour ouvrir aussi le champ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour vous? On vous soumet ça. Qu'est-ce qu'une bonne journée pour vous? C'est une phrase aussi qu'on retrouve dans des outils qui sont donc en fait des outils d'aide en support à cette pratique de la recherche des objectifs de vie du patient pour finalement y calquer les objectifs de soins. C'est du prêt-à-porter, emportez-les, testez-les demain et faites-nous des retours. En dan daarnaast, wat je niet meteen kan vastpakken, is dat normatieve. En daar wil ik kort iets zeggen over het trainen van hulpverleners om het andere gesprek te voeren. En dat gaat over communicatievaardigheden, vertrekkende van de vraagjes die Jean-Luc ons net heeft voorgesteld. Maar het gaat ook echt over het loslaten van de reddersrol. En ik denk dat dat in die paradigma-shift en in dat normatieve soms nog belangrijker is. En dat is iets waar we professionals echt mee zien worstelen. We brengen hen bewust samen in interprofessionele trainingen, zodanig dat, ik herinner mij op een van die trainingen dat de maatschappelijk werker tegen de huisarts zei, maar jij verwacht van jezelf dat je dat in 20 minuten zou doen, maar ik ga daar 3 keer voor op huisbezoek en ik ben daar dan telkens 2 uur binnen. Dus ook dat, van op elkaar kunnen rekenen, mekaars perspectief leren zien tot waar dat we mensen kunnen helpen, vanaf waar dat we eigenlijk over helpen of te veel doen. En ook ons bewust worden als professional dan van de eigenwaarde die dat we met ons meedragen. Wij voelen ons heel erg gedwongen, maar ook vooral heel erg verantwoordelijk over, bijvoorbeeld als arts, die biomedische doelen als definitie van kwaliteit. En dat is soms echt een moreel dilemma. Van oké, waar zoeken we nu, waar vinden we nu dat juiste evenwicht? En daar heb je geen echte concrete handvaten voor, zoals die vragen, maar dat hoort zeker evenveel bij die doelgerichte zorg en die reflexive practice. Op het volgende niveau gaan we jullie tonen dat we daar elkaar als team ook echt kunnen in helpen en in ondersteunen en dat we dat niet alleen moeten doen. Et donc une piste pour parler à mes collègues, je travaille en maison médicale, donc j'ai la chance d'avoir beaucoup de thérapeutes qui gravitent autour du patient à la maison médicale. Et donc lors d'une réunion hebdomadaire, je leur demanderai, mais pour vous, c'est quoi les soins centrés sur l'objectif de vie de la personne? Et voilà, j'en suis sûre que beaucoup de personnes auront un avis, ils vont me dire c'est déjà ce qu'on fait en maison médicale. Et là, j'aimerais leur demander, mais êtes-vous sûr? Enfin, vraiment, n'avez-vous pas besoin d'être outillé? Et bien sûr qu'on a besoin d'être outillé, et bien sûr, parce qu'on pense souvent que parce qu'on travaille en maison médicale, c'est ce qu'on fait déjà. Et ben, moi, je pense que non. Et je pense vraiment qu'on a une grande marge d'amélioration. La communication s'est faite assez facilement au sein des collègues, mais je dirais qu'une des pistes, ça a été pour moi d'arriver à les faire rêver. De me dire ok, en fait mon rôle ici c'est d'arriver à faire rêver toute l'équipe autour de cette création artistique qui pourrait parler des addictions, et du coup ça a été la même chose avec les patients, ça a été d'essayer de les faire rêver un projet artistique global qui pourrait parler d'eux. Voilà. Op teamvergaderingen wordt al eens een casus besproken. En aan de hand van die voorbeelden is het te makkelijk om extra vragen te stellen. En op die manier kan ik mijn collega's ook tips geven om daar iets meer creatief mee om te gaan. Want tenslotte, als we ons flexibel opstellen, dan kan er heel veel gebeuren.
collega's, dat kan soms gewoon tijdens een overdracht zijn door een bepaalde situatie die we bespreken, maar dat kan ook echt heel uitgebreid op een team zijn, dat we eigenlijk naar alle soorten disciplines luisteren om dan toch tot de doelgerichte zorg te komen. En dan een piste. Het lukt niet zonder die video te herstarten. Dat interprofessionele team, we zien dat verschillende organisaties, ik ken nu zelf Bestewijk Gezondheidscentra, maar eigenlijk met die doelgerichte zorg kunnen vastpakken en eigenlijk hun interprofessioneel overleg in huis eigenlijk zo kunnen vormgeven dat die doelgerichte zorg daar echt een plek krijgt en het fundament in wordt. Heel vaak is de switch dan om expliciet een MDO, een interprofessioneel zorgoverleg, te gaan voorbereiden met de patiënt, waarbij dat een van de professionals, bijvoorbeeld de verpleegkundige die de persoon het beste kent, eigenlijk effectief op voorhand langs gaat bij die persoon om het interprofessioneel overleg voor te bereiden. Opnieuw daar de gouden standaard dat de persoon zelf eigenlijk bij dat interprofessionele teamoverleg moet aanwezig zijn, weer naar voren trekken. Want we vinden altijd wel redenen om het zonder de patiënt te doen, maar dat weer expliciet in de workflow naar voren trekken als gouden standaard is ook iets belangrijk. En dat kan elke praktijkorganisatie op zijn eigen manier doen. Alors, partager ces valeurs, ça se fait en équipe. Ça peut se faire, alors ça se fait facilement dans une équipe, comme on l'a dit, qui travaille sous un même toit. Et là, ici, nous avons l'exemple d'un projet qui sort de ces murs et qui va un peu, quelque part, faire de la contagion. Utilisons encore ce mot-là, mais dans un côté positif. Faire de la contagion de l'approche GOC avec d'autres professionnels au niveau d'un même territoire. On parle ici d'Ergo 2.0 qui travaille au niveau d'un quartier et qui, quelque part, veut transmettre son ADN GOC qui est un peu présent dans cette profession, mais à d'autres professions qui sont aussi importantes au quotidien, notamment, par exemple, des aides familiales, des aides-soignants, pour pouvoir finalement travailler dans le même sens, parce que sinon, on risque plutôt de s'étirer par rapport aux objectifs de vie. Okay. Het volgende niveau is het niveau van de organisatie. En daarbij wil ik, voordat we naar de video kijken, benadrukken dat we in die 25 projecten een aantal organisaties echt heel duidelijk met zeer grote initiatieven soms hun schouders zien zetten onder die doelgerichte zorg, waardoor dat zij soms met een klein project meteen een hele groep medewerkers kunnen bereiken. Een aantal voorbeelden zijn bijvoorbeeld IMENS en een intermutualistisch initiatief waarbij dat echt hele hordes professionals meegenomen worden in doelgerichte zorg en dat die organisatie ook echt die doelgerichte zorg mee uitdraagt en ademt. Ja, binnen het woonzorgcentrum hebben we een eigen tool ontwikkeld om zo eigenlijk in gesprek te gaan met de bewoner. En als we eigenlijk onze bewoner beter kennen, is het de bedoeling dat wij samen met de teams, met alle disciplines, dat wij gaan bekijken van wat zijn eigenlijk de zorgdoelen die wij voor deze bewoner op papier kunnen zetten. En nadien worden deze zorgdoelen besproken samen met een bewoner en zijn mantelzorgers samen op een zorgoverleg. Zodat het heel duidelijk is voor alle drie de partijen, de hulpverlener, de mantelzorger als de bewoner van oké, aan welke zorgdoelen wordt er gewerkt de komende jaren. Met de patiënt, mantelzorger, komt het al eens voor dat we naar aanleiding van een voorval, een tegenslag eventueel, samen gaan nadenken van hoe kan het ook, hoe kan het nog of hoe kan het anders. Ja, binnen het. Et donc au niveau organisationnel, il y a énormément d'outils, on l'a vu, il y a beaucoup de concepts qui existent, qui tournent autour, qui sont proches ou plus ou moins proches du concept de Goal Oriented Care. Et donc un des projets qui est accompagné est justement de faire le relevé de cet existant, parce qu'on peut rentrer dans le Goal Oriented Care par différentes portes. On peut être attiré par l'un ou l'autre concept que Suzanne avait expliqué tout à l'heure. L'essentiel étant probablement d'y arriver, quel que soit le chemin vers lequel on va. Et donc, un des projets veut identifier cet existant, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'outils qui ont aussi des particularités qui peuvent coller ou moins à certaines équipes. Et donc, de pouvoir les identifier, puis les spécifier, puis éventuellement conseiller les équipes sur l'utilisation de l'un ou l'autre outil
Ici, on ne pourrait pas prendre assez de temps que pour les énumérer tous, tellement il y en a. Et donc voilà, c'est un des projets notamment portés par la Fédération des maisons médicales qui vient en support de nouveau aux équipes et puis finalement aux soignants. En dan op niveau van het normatieve, en je ziet eigenlijk in die boogjes van dat regenboogmodel, zie je in de videogetuigenissen dat we nog heel dicht bij de praktijk zitten. Het is niet meer dat interprofessionele team in het groen die op een creatieve manier elkaar helpt nadenken over zijn we nu echt aan die doelen van de patiënt bezig, maar ook echt het beleid van de organisatie in een woonzorgcentrum en de leidinggevenden die daar ook mee die workflow ondersteunen. Dit is nog een niveautje hoger. Het is een project waarbij dat over organisaties heen lerende netwerken worden opgericht rond doelgerichte zorg om echt die ervaringen, best practices, wat werkt er wel, wat werkt er niet, te delen, maar ook echt die gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. En dan gaan we als laatste naar het systeemniveau. On m'a demandé de parler des problèmes pour un employeur de mettre en place l'approche des soins basés sur les objectifs de la personne. Alors pour moi, j'en vois deux. Le premier, c'est la verticalité des fonctions de santé. Les fonctions de santé ont une hiérarchie, elles sont très verticales et certainement au domicile. On a d'abord l'aide ménagère qui a certaines fonctions, et puis l'aide familiale, puis l'aide-soignant, puis l'infirmière, puis vient après d'autres types de fonctions, le kiné, et au-dessus le médecin généraliste. Le deuxième problème, et c'est probablement le problème majeur, c'est le problème de financement. Le financement est essentiellement basé sur un système productiviste, basé sur les actes faits et sur les prestations faites. Le financement infirmier est financé par l'INAMI à l'acte et le financement des aides familiales et ménagères est financé à la prestation. Mais plus on fait des prestations différentes dans une journée, plus l'aide familiale va de patient en patient, mieux l'heure est subventionnée. Cela amène une vraie difficulté pour simplement prendre le temps chez la personne. Ça ne prend pas en compte évidemment le dialogue, ça ne prend pas en compte des méthodes pour faire avec les personnes. Et donc on est dans une approche très productiviste, parce que c'est comme ça que le modèle économique tient. Le modèle économique laisse aussi très peu de place à la formation, à la discussion sur des dossiers cliniques, et les personnes qui sont quelque part responsables des différentes aides familiales, eux sont vraiment des responsables d'horaires. Leur fonction est de remplir des horaires, d'éviter ce qu'on appelle les heures perdues, c'est des heures qui n'ont pas trouvé de bénéficiaires et de prestations, ce qui empêche évidemment une mise en place beaucoup plus profonde des soins basés sur les objectifs de la personne. En vanuit Vivelle willen we de sector daarin ondersteunen door aan kennisclips te voorzien, trainingen te geven, intervisies te laten plaatsvinden, om die doelgerichte zorg in alle organisaties in de eerste lijn te laten doordringen. Het is voor ons zo'n belangrijk thema dat we het ook echt als eerste strategische doelstelling opgenomen hebben in ons beleidsplan. En we hopen dan ook dat heel wat andere zorg- en welzijnsorganisaties het ook opnemen in hun beleidsplan. Met andere woorden, dat het beleid van organisaties ook heel bewust kiest voor die doelgerichte en persoonsgerichte zorg. Op systeemniveau hebben we nog 2 korte voorbeelden. Op dat functionele niveau is er op dit moment in Vlaanderen de ontwikkeling van het digitaal zorg- en ondersteuningsplan, waar men er heel bewust voor gekozen heeft om daar doelgerichte zorg als fundament te nemen. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat dan de workflow van zorg- en welzijnsprofessionals in de opmaak van zo'n zorg- en ondersteuningsplan eigenlijk per definitie van doelgerichte zorg vertrekt. Et alors quelque chose qui combine et le fonctionnel et le normatif au niveau du système, et bien sûr c'est ce qui nous réunit tous aujourd'hui, avec notamment l'aide du Fonds Daniel de Koning
à travers le support de ces projets. C'est aussi les chaires de première ligne du côté flamand et du côté francophone. Ce sont des éléments où l'on permet de penser, peut-être d'infléchir le système vers ces modifications. Et pour fournir aussi des outils pour leur permettre d'évoluer. Donc on est autant sur les aspects normatifs, culture, que fonctionnels, outils et possibilités, formation et ainsi de suite. Alors, on va terminer avec des messages transversaux. Et comme l'a dit Pauline, on ne peut pas être à tous les niveaux. Vous ne pouvez pas être à tous les niveaux. Mais il faut être conscient qu'il y en a d'autres pour pouvoir situer votre action au mieux. Quel que soit le niveau d'action, in fine, c'est quand même le niveau micro, le niveau du patient, où vont se cristalliser toutes les actions qu'il se passe aux autres niveaux. C'est important de savoir qu'il ne suffit pas d'avoir des outils. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'on voit souvent apparaître, c'est la nécessité de formation. On travaille les valeurs des professionnels, on travaille les valeurs des organisations. Il ne suffit pas d'avoir des outils, il faut encore qu'on sache et qu'on soit dans la dynamique d'utilisation pour partager finalement cette philosophie de soins. Mais les outils viennent aussi donner du sens. Les outils permettent de l'implémenter en pratique et puis ça peut être un processus d'apprentissage chemin faisant. Les outils aident à acquérir une philosophie de soins nouvelle et puis celles-ci permettent l'adoption d'outils et ainsi de suite. On est dans vraiment cette interaction des deux volets. Comme l'a dit Isabelle, c'est un processus dynamique et continu. La roue qu'Isabelle a présentée tout à l'heure à partir des travaux de l'équipe de Pauline, c'est intéressant parce que ça visualise très fort l'idée qu'on est à refaire constamment, de s'adapter, de réactualiser les objectifs de vie et donc les objectifs de soins. Le patient est un partenaire à toutes les étapes et pas uniquement dans le recueil et puis la décision se fait ailleurs. C'est un partenaire à la décision, à la planification, mais aussi à l'évaluation. Et c'est probablement, Isabelle a expliqué aussi, une étape qui n'est pas si simple à implémenter au quotidien. Et en tant que soignant, ce qui peut être difficile des fois, c'est qu'on est un peu contraint. On voudrait bien, mais ça ne se fait pas toujours. Cette vue en différents niveaux peut peut-être nous aider à comprendre et quelquefois à accepter, ou alors identifier les endroits où on peut travailler pour changer, d'identifier les endroits où ça coince. Des fois, c'est le patient qui n'est pas preneur d'être partenaire, parce que ce n'est pas le courant habituel. Il faut travailler aussi cette capacité des gens à être partenaires, pour aller à l'encontre de « mais c'est vous le médecin, enfin, c'est vous le soignant, c'est vous qui savez mieux ». Mais là, il y a peut-être quelque chose à faire. Les valeurs de la profession ne sont pas toujours propices non plus. On pourrait même rajouter un S à propice. Et pas tout le temps sa propre profession, mais profession des autres aussi, parce que dans des soins intégrés, dans des soins complexes, nous sommes à plusieurs à travailler. Et là, comme l'exemple aussi que Pauline a cité, entre un médecin généraliste et un assistant social, on n'a pas toujours les mêmes objectifs, les mêmes formations. Cela peut représenter un obstacle. On a parlé de cadre offert par l'organisation. Est-ce que l'organisation permet aux soignants, finalement, de passer du temps? Le temps est nécessaire, de s'asseoir. C'est autant l'organisation aussi que le système. Le système de santé, on l'a dit, oriente une prestation et donc finalement, on doit peut-être les augmenter. Donc le cadre dans lequel on est, plus général, qui peut être un cadre de système de santé, mais des fois le cadre du logement, le cadre de l'emploi, ne permet pas toujours l'implémentation de ces objectifs. Cela peut aider de pouvoir identifier les blocages pour les accepter, mais aussi les faire évoluer. Tout n'est pas nécessairement dans la main des soignants, tout n'est pas toujours de la responsabilité du soignant, ni non plus du patient, de la personne avec qui on travaille. Mais tous ensemble, probablement à ces différents niveaux, il est possible de faire évoluer le système vers plus de soins centrés sur les objectifs de vie. Et c'est ici que nous allons terminer notre mot. Et nous vous remercions de votre attention et encore merci à tous les participants qui ont donné leurs mots. Merci beaucoup Pauline, Isabelle et Jean-Luc. Et effectivement, ça confirmait un petit peu avec quoi on avait commencé ce matin, qu'il y a pas mal de liens entre cette approche-ci, les approches managériales, le travail qu'il faut faire sur soi, le travail qu'il faut faire avec son équipe, et aussi le changement chez le patient, qui n'est pas toujours demandeur.